Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Donc je sais que beaucoup parmi nous, et c'est normal, c'est un jour un peu particulier, beaucoup un peu la gueule de bois, et voilà, on va pas épiloguer sur ça. Le travail continue en fait, ouais. Même si c'est un petit peu dur pour tout le monde. Donc on est néanmoins, même si c'est un jour donc un peu spécial, très très heureux d'accueillir ce soir les éditions de l'Ogre. Alors pour quelques rides de Fabien Clouette, dont on va abondamment parler ce soir. On est très heureux d'accueillir les éditions de l'Ogre parce que Aurélien et Benoît sont tous les deux, avant de se lancer dans cette belle courageuse aventure qui nous plaît énormément, on les a connus parce que c'est des gens qui ont été attirés par ce qu'on faisait chez Caribe et qu'on a vu un certain nombre de fois venir à nos soirées, à nos dystopiales. Et donc on a eu souvent l'occasion d'échanger, et c'est vrai que ça nous a fait très plaisir quand ils se sont lancés avec tous les atouts qui sont les leurs, je pense, et donc je vais pas trop en parler maintenant pour pas trop les faire rougir parce qu'ils sont timides malgré tout. Et en revanche, je trouvais que c'était très intéressant qu'ils nous expliquent un petit peu, voilà, les éditions de l'Ogre, d'où ça vient et où ça veut aller, enfin ce que ça veut faire. Voilà. Ouais. Alors, donc, comme je suis timide, Benoît, je ne sais pas trop, on va essayer d'aller assez vite. D'abord, merci à vous tous d'être venus, puis merci beaucoup à lui de nous accueillir dans cette chouette librairie. Alors, avec les éditions de l'Ogre, on voulait, avec Benoît, on s'est beaucoup fait lire, et on a essayé de délimiter ce qu'on voulait faire exactement, et on voulait faire une littérature qui en gros, mettait à mal notre perception de la réalité. Donc, il y a des milliards de manières de faire ça. Et nous, on voulait travailler sur une littérature qui n'était pas forcément une littérature de genre, une littérature fantastique, où ce qui trouble le flux du réel viendrait de l'extérieur, mais plus quelque chose en interne, que ce soit à l'intérieur de la psyché des narrateurs ou pas narrateurs, ou dans la langue elle-même. Donc, en deux mots, le plus simple, plutôt qu'un discours théorique, parce qu'on en a élaboré plein des discours théoriques pour expliquer ce qu'était la maison, mais maintenant il y a des vrais livres, et qui vont beaucoup mieux parler que nous de la ligne, j'espère en tout cas, mais on peut juste mettre des jalons, quelques auteurs qui ont servi de socle commun pour nous, pour dire voilà, c'est à peu près ça qu'on veut faire. Donc quelques noms, ça va être de manière contemporaine en tout cas. Ambitieux. Oui, et de manière très ambitieuse. Donc il y avait Gombrowicz, il y avait Kafka, il y avait Schultz. Je te laisse continuer la liste. Non, dans les contemporains, il y avait Volodine, qui illustre assez bien cette idée-là. Il y avait Fressan aussi. Des auteurs comme ça dans le contemporain. L'idée c'était quand même, c'est assez facile parce que forcément c'est des écrivains que beaucoup considèrent géniaux, mais l'idée c'était comme dit Aurélien, que la perturbation du réel ne vienne pas d'éléments externes, ou en tout cas ne vienne pas d'éléments visibles, et que ce soit tout d'un coup la langue ou la narration qui elle-même perturbe le réel. Et c'est vrai que c'est passé. Hugues parlait de Caribe, de la relation qu'on avait avec Caribe, et je pense que c'est. En fait, moi, en tout cas, pour une question personnelle, ce qui me plaisait beaucoup, c'est justement cette idée-là, c'est que à Caribe, on peut trouver toutes sortes de choses qui sont soit dans la littérature de genre, soit dans la littérature classique, mais en tout état de cause, tout ce que je connais ici est justement une littérature qui entreprend un rapport très très singulier à la langue. Et je crois que les réalités, en fait, quand on veut écrire le monde, la réalité, qui n'existe pas d'ailleurs, la réalité, la fiction commune qu'on a tous construite pour vivre ensemble, on est obligé de passer par une langue qui soit est la langue commune quand on veut communiquer, ou qui peut être une langue singulière, propre, je dirais beaucoup plus subjective, et qui elle permet d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une brèche, ou en tout cas de révéler les stratifications qui composent le réel dans lequel on vit tous. Et il me semble, en fait c'est intéressant, mais c'est une aparté, mais il y a Louis-Félix Baudin, quand il a écrit un livre qui s'appelle Le Roman de l'avenir, qui est un roman complètement inconnu et qui est complètement inintéressant puisqu'il est raté, qui est en fait la première anticipation connue quasiment. Alors, il a fait une préface, et la préface est géniale au contraire, parce que du coup il avoue dans sa préface son échec, et son échec a été de ne pas avoir trouvé la langue pour parler du futur.
parce qu'il ne se contentait de lui parler du futur comme s'il était dans le présent et qu'il parlait du futur, et ça ne fonctionne pas. Et l'anticipation, si on prend cet exemple-là, n'a fonctionné qu'à partir du moment où les gens ont inventé une langue, ou en tout cas des mécanismes de narration ou linguistique, qui nous mettaient dans un futur, sans qu'on sans qu'on voit le futur. Et c'est comme ça que le bon fantastique marche, entre guillemets. C'est l'idée que, oui d'accord, il y a des hommes sans main ou je sais pas quoi, mais en fait on ne le voit plus. On est déjà dans ce monde-là et on évolue là-dedans. C'est vraiment l'idée d'une langue qui est à même de créer un environnement qui est irréel, mais surtout de nous faire évoluer dedans sans nous le montrer juste. Et je crois qu'avec l'ogre, c'est un peu ce qu'on veut faire, et se servir de ce qui s'est passé justement dans le passé, de différentes expériences de littérature, pour voir comment aujourd'hui ça existe dans le contemporain. Et c'est là où pour nous, en tant qu'éditeurs, on a été hyper heureux de trouver dès le départ, on a été chanceux à un point inimaginable, de trouver dès le départ un auteur de 25 ans, donc vraiment tout jeune, son premier roman, qui entreprend dès le début un rapport comme ça à la langue. Et je crois que voilà, si on peut continuer dans ce domaine-là, dans le domaine contemporain et français, et continuer à explorer cette matière-là, on sera très heureux. Voilà, pour parler de quelques rythmes, je vous propose de commencer en fait par un exercice tout simple, en fait, par lire les 2 premières pages. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu miraculeux dans quelques rides. Enfin, on va commenter sur ça, mais on est une librairie où nous, enfin, dans notre forme de respect du lecteur, il y a le fait qu'on a horreur de spoiler en fait les intrigues ou d'en dire trop sur ce qui va se passer dans le livre. Donc c'est une lutte permanente pour réussir à parler des livres sans les dévoiler. Et là, c'est assez miraculeux parce que pour ceux qui connaissent un peu à la manière dans un tout autre genre, mais d'un Christopher Priest au début du Prestige, qui est une histoire de magicien, au sens prestidigitation. Christopher Priest, son narrateur, explique tout, vous dit tout, comme un prestidigitateur, vous dit voilà ce qui va se passer. Et il ne ment pas, c'est vraiment ce qui va se passer, et en même temps il ne vous a rien dit, il vous a tout caché. Et en fait je trouve que c'est assez magnifique, ces 2 pages vous disent tout, rien dans les mains, rien dans les poches, voilà ce qui va se passer dans ce livre, et c'est quand même une surprise permanente ensuite pendant tout le long. Donc je propose d'attaquer par ça. Donc on lui objecte que peinture sur merde égale propreté. Qu'il aille repeindre tout ça à la cible. On n'y voit plus les grands ronds dessinés à la craie et les marqueurs. Mais ce qui compte, c'est le bruit des impacts. Il se tient debout entre les 2 coques à sec, grattant son mollet droit avec le bec du fusil vidé. On ne compte plus les points, puisque le but est d'effrayer les pies, pas de gagner au chamboule-tout. Elles reviendront, elles seraient capables de manger les moineaux, de colère si on ramassait les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. Il y a un hôtel, posé sur le bout d'un pré, lui-même coupé par les vagues. Dans cet hôtel, géré par Cap-Vray, personne ne vient jamais. Les clients ne viennent pas passer de temps par ici, encore moins y dormir ou s'y restaurer. Pourtant, il y a un restaurant, et parfois les employés de l'hôtel y mangent. Il se passe différentes choses, dans et autour de l'hôtel. Cap-Vray souffre d'un drôle de mal. Il incarne, sans s'en apercevoir, son frère décédé quand ils étaient enfants. Il appelle cette incarnation chef et lui obéit. Ce qui pourrait le sauver de cette folie, sa relation avec une jeune muette qui fait des travaux à l'hôtel, est une impasse. Dans un duel factice au crépuscule du matin et à l'issue d'une fête, il la blesse, peut-être mortellement. C'est Tyrando, un médecin sportif, alors occupé à surveiller un match de poussins à quelques champs du duel, que Cap-Vray va chercher pour qu'il constate les faits. Ce dernier n'a rien prémédité, il subit tout. Le plus gros problème qui se pose pour lui est la décision des autorités d'installer un nouvel hôtel sur le terrain voisin. Cap-Vray, incarnant le chef, a provoqué lui-même cette nouvelle concurrence en s'inquiétant au cadastre de la nature du champ. Le premier hôtel ferme. Cap-Vray, qui entre-temps a tué le chef, son frère, pour des raisons de commodité personnelle, ou parce qu'il ne pouvait faire autrement, devient le bras droit de Valls, gérant de l'hivernage de la ville, mari paranoïaque et lâche. Il participe aussi aux manœuvres du cimetière marin qui en dépend. Ce dernier est devenu, grâce à ses talents de capitaine acquis lors d'un court embarquement dans la marine marchande, un spectacle naturel pour les touristes, bouche à oreille. Ceux-ci se pressent désormais dans les environs pour voir les bateaux s'échouer dans la coudée cimetière. On décide de construire une plateforme sur les falaises avec vue sur les épaves. Cap-Vray, obsédé par des souvenirs d'enfance de baignade et de goûter, jaloux du succès du nouvel hôtel, succès dont il est l'un des artisans malheureux, assassine son directeur, Nekshin Deveau, beau-frère de Valls, dans les toilettes du préfabriqué administratif de l'hivernage. Il est jugé, mais finalement gracié, après avoir plaidé la folie. On l'a plaidé pour lui. Cette histoire apparaît ici à travers les carnets et les réécritures du médecin Kopek, en charge de l'expertise psychiatrique de Cap-Vray le temps du procès, repris, mis en forme et interprété par Cachon, secrétaire médical ayant presque brillamment réussi l'examen d'entrée à la spécialité psychiatrie en septembre dernier. Si le récit de Cap-Vray était déroutant et laborieux à prendre en note, Cachon, distrait d'une part par le beurre du sandwich, ce beurre bien trop jaune qu'on tartine par ici,
et d'autre part par les bourgeons naissants, prêts à donner des feuilles neuves et propres comme des voitures et qu'on apercevait par la fenêtre du cabinet, à traiter les informations avec l'attention que sa fonction requiert. Les heures supplémentaires passées au cabinet ne lui sont toujours pas été payées. Voilà, donc je pense que ça vous donne un avant-goût, peut-être, de ce qui va se passer, en fait, dans ces 135 pages. Donc moi j'avais une première question, qui n'est pas vraiment une question, mais plutôt un thème, c'est que tout au long donc, de ce roman, il y a donc un lieu qui a été évoqué là, extrêmement précis, donc extrêmement fort, extrêmement présent, qui comme, pour moi, ça m'a tout de suite, au bout de quelques dizaines de pages, ça fait penser par son épaisseur en fait à un Faulkner ou un Rowan Bennett, par la précision, et en même temps il n'y a pas de carte, il y a une carte sur la couverture, mais c'est pas nécessairement la carte du lieu, on ne sait pas, on a l'impression que tout est extrêmement précis, et en même temps que ça se dévoile d'une façon un peu bizarre. Donc ce lieu, en fait, comment il est né, d'où il vient. Alors déjà c'est le principe même du titre, puisque Quelques rides ça vient d'un texte assez fabuleux qui est plus qu'un texte, qui est l'échelle de Beaufort. C'est le premier stade, juste après le stade 0. Le stade 0 c'est comme un miroir, le premier stade c'est Quelques rides. Et en fait c'est une échelle l'échelle de Beaufort, oui, ça c'est... qui est censée dire l'état de la mer en fonction de ce qu'on voit à la surface. Et donc en fait le projet n'était pas d'écrire un truc de ce type, mais après avoir écrit les 3/4 du bouquin, je me suis rendu compte que c'était un titre qu'il fallait mettre. Et puis de toute manière c'était intéressant aussi parce que c'est un espace littoral qui devient balnéaire. Et puis sur la couverture il y a une carte qui est une carte marine qui est un peu détournée d'ailleurs, puisqu'il y a des symboles de l'échelle de Beaufort dessus. Donc voilà, juste ce petit mot pour dire le titre vis-à-vis de cette géographie. Et puis après le vrai projet, avant même de penser évidemment au titre et tout ça, c'était de faire une cartographie pliée de lieux, de lieux où se déroulent des événements, et une cartographie qui serait formée autour de narrations diverses, hétérogènes, parfois contradictoires, mais tout le temps participant d'un bouquet de subjectivité. Et en fait, avec un texte complètement contaminé par la subjectivité, et contaminé et fiévreux. Une cartographie emplie, ça veut dire qu'on va avoir un espace qui est complètement polymorphe, qui peut faire penser à... il y a un cimetière marin qui est fortement inspiré du cimetière de navires de Landévennec, en Bretagne. Mais il y a des trajets en bus qui sont fortement inspirés de banlieues de Floride. Et tout ça participe d'une géographie qui est improbable et qui est juste trajectoire en fait. Qui est juste ligne et trajet de bus et ce genre de trucs. Mais jamais un truc fixé naturaliste, quoi. Sûrement pas. C'est très intéressant parce qu'effectivement le lien entre les lieux eux-mêmes, assez emblématiques, donc le port de pêche ou ce qu'il en reste, le cimetière de bateaux, l'hôtel, le premier hôtel, le deuxième hôtel, les lotissements, la forêt ou le bois, c'est une question de chasse, on en dira un mot. Les lieux sont extrêmement forts, mais à ces lieux, on sent qu'il y a certains protagonistes qui y sont attachés et qui s'emparent à certains moments de la narration. Il y a tout un jeu. Ouais, voilà, le principe c'était de détruire la linéarité qu'on a parfois dans des récits, dans des livres, dans des films, dans tout un tas de choses, qui est partir d'un point A début, aller à un point B fin, et tout se passe dans cet espace qui est la ligne entre le point haut de ce trait noir et le point bas de ce trait noir, et tout se passe là. Et là en fait, via ce bouquet de subjectivité, exploser et partir, si on peut partir vers des formes, ça serait plus une sphère, ou une espèce d'oignon dont on enlève les couches, et puis au final c'est le néant au milieu et le rien, aller vers ça. Donc, et
en même temps, à travers tous ces flux de paroles et de narration, il y a des flux qui sont géographiques et qui sont, comment dire, cartographiables sur une carte, c'est-à-dire ces trajets de bus. Si on veut, on pourrait s'amuser à faire une carte de l'espace. Moi, je trouve pas ça intéressant, mais si on veut, on peut. Voilà, une chose à laquelle ça m'a beaucoup fait penser, ce jeu entre ces voix, donc ces narrateurs qui essayent, dans les trois qui nous sont annoncés, dans les trois niveaux qui nous sont annoncés, carte sur table dès le départ, il y a en fait une espèce de bagarre qui se passe sauvage pour s'emparer un peu de la narration, justement pour faire primer sa subjectivité sur celle des autres, sans que ce soit nécessairement conflictuel, hein, et moi ça m'a beaucoup fait penser à un certain type de jeux de rôle contemporains, enfin des jeux de rôle modernes, enfin qui justement ont des gros enjeux autour de la narrativité, et de qui parle et qui en quelque sorte s'empare des commandes en fait, hein, pour emmener la narration. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça où en fait à certains moments on se demande vraiment mais qui est en train de parler, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris le manche en fait discrètement sans qu'on l'ait réalisé, et ça contribue, enfin, on en reparlera tout à l'heure, probablement à ce sentiment de flottement, alors même que tout ce qui est décrit est extrêmement précis, hein, et que justement c'est comme le disait Benoît, il n'y a pas d'onirisme, il n'y a pas d'éléments fantastiques, c'est uniquement par ce jeu des voix et des narrations successives qu'on commence à se dire mais qu'est-ce qui se passe, enfin, qui est en train de faire arriver les choses là, enfin... Alors moi j'y connais rien en jeu de rôle parce que j'ai jamais fait ça, mais d'une certaine manière c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de narration et des narrations en dérivation. On passe de l'une à l'autre en dérivation comme avec des vecteurs qui passent, quoi. Et au-delà de ça, il n'y a pas seulement ces départs au sein des paragraphes entre subjectivités, il y a aussi à l'intérieur même des narrations, par exemple de Cap-Vray ou de d'autres, des départs qui sont qu'on expérimente tous les jours, qui sont en fait des associations d'esprit, et c'est quelque chose de très facile à mettre en place en termes littéraires, parce qu'on a quelque chose, un outil qui est à notre portée directe et qui est l'outil principal de la création littéraire, qui est le trope, qui est avoir une chose, et puis en fait on le désigne d'une autre manière, et c'est désigné d'une autre manière, et du coup tout le monde est d'accord avec ça, et tout le monde est en confiance. Et en fait à partir du moment où c'est plus de la confiance et c'est de la fièvre, ça marche pareil, mais on est dans un texte fiévreux, avec des départs de fièvre sur d'autres choses, qui sont, moi je trouve pas ça gênant, parce que je trouve qu'en fait c'est la base du réalisme, c'est plus réaliste que n'importe quoi en fait, parce que ça arrive tout le temps, et bon, c'est assez difficile de parler sans... Enfin, je pense qu'il faut avoir lu pour comprendre, mais il y a des passages comme ça qui sont... Enfin non, en fait, tout bouquin comme ça. Ouais. En même temps, je pense que ça sera un immense plaisir pour les lecteurs de découvrir à des moments relativement anodins, enfin, au creux d'une narration dont la fiabilité reste toujours questionnable, mais qui est assez ordinaire, de découvrir tout à coup un mot qui, un peu comme quand on lit une langue étrangère, et puis qu'il y a un mot qu'on ne connaît pas, en fait, et qu'on essaye de trouver par le contexte, en fait. Et là, on va se dire, mais qu'est-ce que ce mot fait là, enfin, et il désigne complètement autre chose que son sens d'origine. Mais il y a un consensus autour de lui, c'est ce que tu écris. Et c'est pas seulement des coquilles, c'est vraiment... Enfin, ça marche, quoi. Enfin, moi, je pense que ça marche, en tout cas. Mais le principe, c'est de se laisser aller. C'est pas du tout essayer de comprendre quoi que ce soit, s'il n'y a rien à comprendre. Et tout a été dit, d'ailleurs, dans ce que tu as dit là, tout à l'heure. Donc, à partir du moment où il y a ces coquilles qui sont pleines, il suffit juste de changer la coquille, enfin je sais pas comment expliquer, mais je pourrais pas l'expliquer de toute manière, parce que ils ont essayé de me faire expliquer des trucs, et j'ai écrit un autre truc, donc c'était pas mal complet. On va lire tout à l'heure d'ailleurs l'explication justement de la limite et du pli, en fait. Mais sous une forme elle-même assez étonnante, enfin vous verrez. Hein. Mais je vais vous lire juste un petit extrait en fait, mais là plus pour donner cette fois, bon, au-delà du prologue. C'est un extrait normalement qui ne dévoile pas d'éléments essentiels de l'intrigue.
Non, mais je m'amuse parce qu'il n'y a pas d'élément essentiel de l'intrigue en fait, mais enfin si, mais bon, c'est compliqué. Vous savez, cher docteur, Capvray s'est toujours pris pour le chef. Même du temps où il était gosse, qu'il traînait dans les champs de maïs avant d'aller à l'école, quand il disait au chauffeur que son frère allait arriver, qu'il fallait l'attendre. Moi, Cachon, j'ai toujours été au premier rang, juste derrière le chauffeur, là où il y a un siège un peu plus large. Je montais vers les blocos au début de la ligne, avant c'était une zone. Je le voyais courir un temps derrière les éboueurs et revenir vers le bus en criant qu'il fallait attendre son frère. Quand j'ai connu les chasseurs employés par Capvray avant la fermeture de l'hôtel, avant le chantier, on a commencé à se réunir régulièrement, fatalement, au bar, après leur partie. Pas vraiment un bar si vous voulez, un restaurant avec des tireuses néanmoins. Et j'espérais comme tout le monde que ça ferme, ou qu'il y ait un truc qui tombe sur la tête de Capvray, qui glisse le long des bassins, quelque chose. On n'en serait pas là, docteur, à prendre des dépositions. Ce n'était pas pour moi, j'ai la chance d'avoir trouvé cette position à vos côtés. Mais tout simplement envers les gars. Je ne connaissais Valls que de vue, parfois sur les terrains, il venait. Il avait pitié pour Capvray, pour sa maladie. Il s'ennuyait profondément, je crois. Avec Madame Deveau et des livreurs, le petit Pillon, il y avait aussi la connivence d'avoir vécu sur les bateaux, dormi dans les coques, toutes ces conneries oniriques de la vie de marin. Pas comme vous, je veux dire. Ceux qui passent quelques mois sans vocation et qui reviennent et font tout un plat de l'éloignement, de l'aspect pas naturel d'être pas sur terre, de l'absence des femmes, des quelques rides qu'ils appellent tempêtes, des pets de lapin, de l'absence des femmes surtout. Pas que je fasse une obsession, mais forcément on ne sait plus se comporter après, je pense. C'est grisant aussi de rentrer et qu'on dise ils ne sont pas tous rentrés, mais lui il est rentré. Ce n'était pas la guerre, juste les conditions. Un type mort de je ne sais plus quoi, rien à voir avec les mois en mer, il serait mort aussi à terre, hein. Mais ça participe des mythologies. On imagine qu'un grand poulpe lui a emporté la tête quand ses camarades déchiquetaient au harpon les tentacules. En fait, c'est juste qu'on n'avait pas prévu assez de pilules pour son diabète ou sa gorge et il est mort pendant que les autres jouaient aux cartes ou regardaient la télévision thaïlandaise. Tu rentres, tu jouis du charisme. Mais Capvray n'était même pas respecté pour ça. Il n'était respecté par les gens du coin que parce que ses parents payaient les employés pendant toutes ces semaines sans clients. Et le fils continuait de le faire. C'était un moyen d'être logé, de disposer de matériel pour la chasse. Alors on pouvait vendre son derrière comme le gamin, mais enfin même Vasse ne voulait pas de son épouse. Le petit Pillon, si vous voulez mon avis, avait un truc avec les animaux. Moi, ça m'a jamais dérangé de tirer sur des biches, elles sont en surpopulation. Et je ne suis pas professionnel. Mais si j'avais dû le faire, je l'aurais fait. Il y a plus de biches que d'hommes au village, c'est certain. On n'en serait pas là avec l'attardé. Voilà, normalement, c'est assez incompréhensible hein, de savoir écrire son livre. Mais on sent bien qu'il y a une épaisseur qui est en train de se mettre en place autour de ce personnage de Capvray et qu'il y a des choses un peu surprenantes. Alors peut-être, oui, une question qui s'était posée sur ces glissements de point de vue et sur le fait que, en quelque sorte, la caméra tourne de façon parfois un peu surprenante. Donc par ailleurs, tu fais du cinéma. Et donc, on s'était posé un petit peu cette question, en fait, est-ce que la façon dont ça résonne, en fait, avec cette façon d'écrire, le fait que tu sois quasiment professionnel, en fait, en cinéma. Professionnel, enfin, je sais pas. Mais le principe, c'est que c'est assez drôle parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir une écriture cinématographique, ou en tout cas... Enfin, on me l'a dit, on m'a dit c'est vachement visuel, etc. Et puis, la personne avec qui... la seule personne qui est pas d'accord, en dehors de moi, c'est Jérémy, qui est là-bas, là, et qui est la personne qui fait les films avec moi. Et en fait, moi je trouve que c'est pas forcément visuel. Après, le trope, c'est un truc de cinéma à la base, mais c'est un truc de littérature aussi. Mais voilà, si on va regarder sur Wikipédia, il y a trope cinéma, donc il y a un grand article, donc j'imagine que c'est un truc du cinéma aussi. Après dans les... c'est vrai que c'est peut-être visuel, il y a des travelling, il y a des trucs comme ça, ça pourrait s'apparenter à ça, certains passages, mais je pense que ça marche peut-être sur je vais court-circuiter autre chose qui est une autre question sûrement que tu avais sur le fait que, comment je me situais par rapport à l'œuvre en développant un truc. J'ai une influence vraie dans toute création, c'est Malick, c'est Terrence Malick. Et moi j'ai l'impression qu'il a une espèce d'écriture dans l'épiphanie permanente. À partir du trivial. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Cette épiphanie permanente à partir du trivial, c'est un truc qui comment dire, qui
qui est pas du tout religieux ou quoi que ce soit. C'est un truc justement basé sur la trivialité et qui fait partie, ni woolfien. Épiphanie, ça fait tout de suite penser à Woolf avec ses moments d'être. Moi, je veux virer le moment, en fait. Je veux virer juste la partie moment, rester sur être et avoir juste... parce que le moment, c'est un truc circonscrit, justement, entre un point A et un point B, etc., quoi. Et donc, pour continuer, ça, je l'ai retrouvé chez Blaker, qui est le premier bouquin que Logre publie. Le truc de... je fais de la pub. Et ce truc de l'épiphanie permanente, je l'ai retrouvé dans la surprise permanente de choses. Alors bon, c'est un peu plus négatif, ou c'est pas forcément tourné vers le positif. Moi, c'est comme ça que je l'envisage. Hein. Je suis totalement profane, mais c'est comme ça que je l'ai lu. Et ce truc de surprise permanente du réel et d'incursion de choses qui nous touchent et qui peuvent être visuelles, mais qui sont avant tout spirituelles. Enfin, je sais pas comment expliquer ce genre de truc. Mais sur cette question de surprise permanente, c'est exploser le moment d'être et le faire, de manière permanente, quoi. On en reparlera probablement sur cette question de lien un peu à l'essence de l'œuvre. Hein. Moi, une chose qui m'a frappé, je voudrais le dire, parce que il y a une lecture à la fois de façon très intellectuelle, hein, qui est tout à fait possible et on se sent bien. Puis il y a une lecture que moi j'ai adoré faire en même temps, qui est très... et je sais que ça peut surprendre un peu, mais c'est un peu comme un film de Chabrol, en fait. Et notamment les deux inspecteurs Lavardin, parce qu'il y a une réalité assez prosaïque, en fait. C'est une espèce de petit port de pêche, de station balnéaire, avec ces figures dont on a entreaperçu quelques-unes. Le type qui était le patron de l'hôtel, le notable, un autre notable, enfin des gens quoi, qui sont là. Des archétypes, quoi. Voilà, ils sont assez simples en apparence. Et puis tout à coup, on s'aperçoit, justement, et par la langue, que on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a vraiment derrière, que ça glisse en fait sans arrêt, ça nous échappe, et on devine, sans qu'il y ait aucun élément de surnaturel, qu'il y a des trucs, des espèces d'abîmes derrière eux, absolument terrifiants en réalité. Et il y a des moments terrifiants, alors que c'est pas du tout, je suis d'accord, c'est pas du tout une espèce d'organisation de la noirceur en fait, comme on peut l'avoir chez Blecher. Là non, il y a tout un côté prime sautier par moment. Enfin, c'est joyeux des choses qui se passent, même si c'est super drôle. Enfin, les différents intervenants en fait, sans arrêt en train justement de déjouer notre attente par rapport à un événement ou par rapport à un lieu, c'est très très jouissif, quoi. Mais tout ça, c'est à partir d'une permanence épiphanique de la trivialité. De choses tout à fait banales, quotidiennes, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi des archétypes, puis pour les user jusqu'à la corde avec les meurtres, etc. Le principe d'un faux polar démembré, quoi. Y compris dans l'utilisation, en fait, une des choses très drôles, moi j'apprécie beaucoup, mais parce que j'aime aussi beaucoup deux auteurs qui ont joué aussi avec ça, qui sont dans des registres différents, qui sont Jean-Charles Macera et avec United Problem of Coût de la main-d'œuvre, et puis Yann Monk avec Ploughton, qui sont en fait d'utiliser des éléments, des phrases, des choses qui sont un peu arrachées au comptoir justement du bar des chasseurs, des éléments assez anodins ou au contraire complètement galvaudés, puis de les réagencer en fait pour leur donner un sens nouveau, tout à coup un truc qui explose, alors que c'est du lieu commun retravaillé, réagencé, mais où il n'y a pas eu tous les mots sont là, quoi. Et je trouve que c'est très spectaculaire. Évidemment, c'est très très drôle de voir tout à coup arriver une remarque, vraiment, c'est le cas de le dire, de café du commerce, mais qui tombe dans une situation pile, quoi, et qui fait cet effet, quoi. Et alors moi j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'il y a, et après ça je sais pas, parce que je pense que chaque lecteur ou lectrice c'est toujours on y voit en fait aussi parfois des bouts de ses propres lectures qui surgissent, puis ça nous réjouit, mais c'est vrai que dans ces couloirs d'hôtel un peu désertés où en fait l'activité est toute morne, il n'y a pas grand monde,
Et tout ça est assumé, géré, voilà, il y a quelqu'un qui paye les salaires en morte saison, enfin... Et en même temps, moi je trouve qu'il y a des trucs de Shining qui rôdent quoi, dans ces couloirs d'hôtel, enfin c'est... Voilà, et pourtant, enfin, non, il y a... Non mais il y a personne avec une hache, rien. C'est vrai que comment ça a été bien préparé. Allez, aussi un truc, juste pour faire le lien, parce qu'il y a des choses qui viennent à la fois du fait qu'effectivement c'est une espèce de campagne qu'on connaît, et avec des gens qui y habitent, qu'on identifie à la fois socialement et individuellement, etc. Et pour moi, c'est tout de suite avec Aurélien, enfin en tout cas, non, je parle pour moi, tout de suite on a pensé à Twin Peaks, cette espèce de capacité dans un événement qui s'apparente à un polar, qui prend la forme d'un polar, à faire naître des choses qui est juste lié aux tensions, aux conflits latents, aux positions du village, etc. D'une ville, de la position personnelle et sociale, enfin personnelle de chaque individu dans ce village, etc. Et c'est très très fort en fait. Une grosse partie, si on enlève les petites marionnettes qu'agite Lynch pour essayer de, non, mais c'est vrai, pour essayer de mettre des éléments fantastiques. En fait, il y a une grosse partie du fantastique de Twin Peaks qui vient de la confrontation permanente du mec qui regarde le film, ou comme le mec qui regarde qui lit le bouquin, à un lieu qu'il connaît, à des gens qui l'identifient. Ouais, la tasse de café. Ouais, complètement. Mais qui ne voit pas comme, enfin, c'est pas qu'il ne voit pas comme ça, mais c'est qu'il devine tout ce qu'il y a en dessous, il y participe et en même temps il ne verra jamais plus loin. C'est très mystérieux, quoi. Si je peux me permettre, moi, tout ce que vous en dites, ça fait penser à Petit Quinquin. Ah oui. Moi j'avais envie d'enchaîner, mais ça va aussi Oui, c'est vrai. court-circuiter la fin. Dans le côté Allons-y aussi, alors. parce que- ça, j'ai pas lu le livre, mais- Court-circuite pas. Bon, vas-y. Mais pour parler de l'irréalité dans le livre de Fabien, le parallèle avec Twin Peaks il est important à plusieurs titres. Et il y a un élément qui me paraît un truc qui les distingue, qui est important, je pense, c'est que dans Twin Peaks, quand même, ce qui nous fait travailler, essayer de coller du sens, de donner du sens en permanence à ce qui se passe, c'est tous les éléments de bizarrerie qui rentrent pas dans le cadre et que rajoute Lynch. Tandis qu'il y a ce même genre d'impression à la lecture du livre de Fabien, où notre machine interprétative tourne à vide et on essaye de recoller les morceaux, sauf que les morceaux sont tous là. Ça marche pas du tout avec les mêmes genres d'artifices. Mais pour revenir, Petit Quinquin, ça a été vachement d'ailleurs rapproché de Twin Peaks, en fait. Par contre, moi, Petit Quinquin, j'aime beaucoup Dumont, mais je préfère le Dumont de La vie de Jésus, parce que Petit Quinquin... Quand on parle d'épiphanie, il y a Ouais, quelque chose aussi ouais. là-dedans. Mais il y a aussi dans Hors Satan, dans tous les autres, quoi. Le côté trivial dont tu parlais, c'est ouais, très voilà. présent, un petit Quinquin. Mais moins dans Petit Quinquin que dans tous les autres, en Je fait. connais mal. Parce que dans Petit Quinquin, je trouve qu'il a forcé les caricatures un peu. Voilà. Bah, ce qui est pas juste dans La vie de Jésus, par exemple. Je trouve qu'on retrouve cet aspect, enfin, voilà, d'arriver à communiquer une ambiance qui est... c'est vrai qu'il y a beaucoup l'idée de Twin Peaks, enfin, que je ne connais pas Petit Quinquin, mais qui est... Il n'y a pas d'éléments fantastiques, enfin, il n'y a rien, il n'y a pas d'intervention de surnaturel. Mais on a pourtant l'impression qu'il y a ces pôles de force, voilà, qui ont été constitués, et puis qui naturellement en fait, viennent créer quelque chose. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que ça fait beaucoup penser à Faulkner, où il n'y a aucun élément fantastique, enfin, rien de surnaturel. Et pourtant, il y a une tension qui devient complètement insupportable, enfin, et riche en tout ce qui explose en fait à la figure du lecteur. Et avec la même insistance sur le fait que chaque narrateur en fait trafique un peu les choses à sa manière en fait. Et de façon parfois insidieuse, de façon parfois très visible. On voit bien au bout d'un moment qu'il y a un des narrateurs qu'on devine qui a tendance à toujours exagérer un certain travers, ou bien en couvrir un autre, à l'enfoncer quand il peut. Enfin. Mais il y a aussi des façons plus subtiles de procéder chez certains, et tout ça crée un espèce de champ électrique en fait en permanence extrêmement tendu. Ouais. Ouais, bah Faulkner en même temps, enfin moi j'aime beaucoup. Après, si j'en parlerai très mal parce que j'y connais rien en termes d'analyse, etc. Mais j'ai l'impression que c'est au-delà du truc pareil des subjectivités, du travail sur les narrations. Il a aussi un gros travail sur les tropes. Moi, peut-être la phrase qui m'a le plus marqué dans toute la littérature, c'est « Ma mère est un poisson » dans Ton Hexagoniste. Qui est exactement ça, quoi.
parfaite illustration, effectivement, surtout avec un poisson, de la manière dont on trouve. Parce qu'il y a des sortes de plongées sous-marines aussi qui sont assez présentes. Du coup, je voudrais bien lire un dernier petit extrait. Enfin, je dis petit, c'est une façon de parler. Seulement 9 pages. Non, c'est pas vrai. Et c'est sa mère ou celle de l'autre qui courait vers les volatiles pour les disperser, s'arrêtant bientôt à côté des piles pour nettoyer tout avec un mouchoir. Capvray a oublié tout ça, et il mélange tout avec ce qu'il a lu dans le journal de son père. Dans les carnets dégoûtants, il n'y avait que des chiffres, des coordonnées et des calculs. Parfois des petits reliefs, pointes de compas enfoncées dans les grumes. Mais c'était pour jouer et pas pour travailler. Une écriture malhabile de l'autre côté de la frontière, malmenée par la gîte. Il n'essayait pas de faire bien, mais il ne devait rien avoir à faire à bord. Alors on craque le papier, on écrit avec n'importe quoi. Cette bande n'arrange rien. On n'en était plus aux nombreux moutons à ce moment. Alors cette mer que tu rencontres partout dans les souvenirs des uns et des autres, c'est juste un roulis. Il faut contreviser, s'arranger pour qu'on ne tombe pas. Tu utilises ou tu subis. Ça rentrera toujours dans le cadre, quoi qu'il arrive, parce qu'on peut se souvenir du verre de lait et des embrasures de porte à ne plus savoir qu'en faire. Les clous qui n'étaient pas bien rentrés dans le bois, musique de Gouel dans l'oreille gauche seulement. Mais entre-temps, quand ils essayaient de vraiment mesurer les tailles des vagues, ça blaguait. Quelques rides. Elle avait été forte à très forte, grossissant forte à énorme localement, mais là c'était à peine plus que comme un miroir. Il ramassait des choses sur la plage pour les mettre avec les ordures. Parfois il y avait des trucs qu'on pourrait garder, qui présentent mieux que les presse-papiers de valse remplis de sucreries. Mais c'est à cause des coulures, personne ne se servait. On plaisantait souvent d'ailleurs à ce propos. Les enfants n'ont pas de bateau, tout ça. Alors avec la chaleur qui passe à travers les vitres, plein sud, tout coulait là-dedans. Et son truc c'était bien qu'une écope cassée pleine de bonbons. Il y avait sûrement du sable encore, de ces grains qui sont incrustés tellement la matière est poreuse, qu'elle a traîné dans le coffre avant pendant des années, puis qu'ensuite on attache simplement avec une chaîne à l'annexe parce que ça ne vaut rien. Il n'y avait même pas de coffre dans la barque de l'autre, donc ça traînait au vent, et le bossoir était absent. On prend des raglous déchirés dans ses poches comme on prenait les marrons, les glands. Alors à l'hôtel, il n'y échappait pas, il mettait tout dans les saladiers, des clés, ceux qu'on n'avait pas mis dans la poubelle. Rien à voir avec les presse-papiers de valse, même si c'était des morceaux de choses récupérées. Une fois, il avait failli se faire mordre à cause de ça. Il transportait des trucs qu'il n'avait pas forcément voulu garder, en partie en tout cas, et ça lui faisait des poches qui débordaient. Les poubelles pleines, rien d'habituel. Il devait marcher ce jour-là parce qu'il n'avait plus de bus. On était en vacances ou bien un jour de fête. Il avait fait toute la route presque, et il avait regardé les cimes des arbres qui se défaisaient des nids à cette époque, les petites branches. Et arrivé en vue de la maison, il avait baissé les yeux vers le talus. Alors là, il y avait un petit bout de bois, comme ceux des nids, sur le talus, exactement à la crête. Il s'était approché parce que c'était sur sa route et qu'il avançait vers la maison, et quand il n'était plus qu'à 2 mètres, le bois a bougé, c'était un serpent, mais un tout petit, peut-être 20 ou 30 cm. Là, il avait sauté sur la mat de terre pour voir le serpent, il enjamberait à la rencontre et continuerait son chemin encore jusqu'à la fin du terrain. Il y avait du vent dans les cimes et il avait levé les yeux pour voir d'autres nids tomber. C'est du bois qu'on peut mettre au feu pour démarrer. Le petit animal avait bougé brusquement pour s'enfuir vers l'autre côté du talus. Mais ça avait fait basculer Capvray, qui était tombé dans le fossé. Les cercles de cuivre avaient percé les poches et trempaient dans la boue du fossé. Il a ramassé les bouts et continué sa route. On loupait toutes les chutes, les bras chargés d'ex-voto plastique. On a disposé les dalles sur du sable nu. Avec la pluie, les carreaux s'échappent. Les ouvriers préparent un mélange qui fixera les plaques au sol malgré les éléments. Il faut des permis pour enfermer des trucs dans un radier. Il y a bien une partie du bâtiment dont les premières pierres sont posées sur des pieux de chêne, mais c'est de l'autre côté. Les autres en auront sur toute la structure. Ici, ça se décale seulement à même la terre et les cloportes ne sont pas écrasées, la terre pousse. 2 colonnes proches l'une de l'autre supportent une tôle. Sous ce toit, on peut tenir à 2. Le premier reste et tourne la colle, le second fait des allers-retours entre le chemin et la cabane. Plus loin, il y a le lac et 2 têtes, un lac comme le vin dans un tonneau châtaignier cerclé tout neuf ou pas encore fini, et dont le vin s'échapperait par torrent sur les poignets de celui qui mettrait en rose les douelles. On en serait à la posée du cercle de bouge. Cuisson des fibres. Capvray pousse sur ses bras et coule. Il se laisse porter vers le fond, il marche un temps sous la muette, puis sous la surface vide. Elle fait la planche longtemps, jusqu'à ce qu'il surgisse et fasse tout tanguer. On tient moins bien sans sel, mais ce lac c'est la mer si Capvray le veut. Voilà un horizon tracé de mâts, sans arbres, sans monts. Rien que du sel dans les flaques à sécher. Voilà, donc peut-être, même si tu as en partie répondu, Aurélien, mais moi j'avais un peu 2 questions donc, pour finir. Voilà, vous avez indiqué au départ, vous avez un projet éditorial qui est assez fort. Enfin, c'est pas le cas de tous les éditeurs, mais il y a une ligne éditoriale, enfin, que vous avez, qui prend la forme. Voilà, on sait que vous avez écrit des dizaines d'articles théoriques sur le thème, mais qui a cette
cette ambition et cette force. Et en fait, voilà, comment vous avez tout de suite appréhendé, chez quelques rides, le fait que ça... Pas tout de suite, je ne sais pas d'ailleurs si c'est tout de suite, mais le fait que ça... C'est très simple, le texte, je raconte juste un truc drôle, enfin, que je trouve drôle. Le texte, on l'a reçu parce que Frédéric Sirier, qui est là-bas, avait rencontré Fabien et il avait dit, bon bah, on va voir l'œuvre. Enfin, pas que, mais bon, on va voir l'œuvre. Et Fabien nous a envoyé le manuscrit, et c'était très drôle parce qu'on l'a... moi, de toute façon, on forme un couple très étrange avec Aurélien. Lui, il est très tempéré, voilà, et moi, je suis un peu surexcité. Et donc, évidemment, comme d'habitude, sur un texte qui me plaît, je dis tout de suite, et voilà. Et c'est vrai que c'est apparu comme une forme de... En fait, ce qui est apparu comme une forme d'évidence, c'est que je n'avais jamais lu ça. Et qu'ensuite, en fait, en le lisant en entier avec Aurélien, on s'est dit, ouais, non, mais enfin, soit il se fout de notre gueule complètement, soit c'est brillant. Et en le relisant, etc., on commençait un peu à s'inquiéter parce que ça devenait de plus en plus compliqué, parce qu'en plus, nous, notre rôle d'éditeur fait qu'on était un peu obligé de voir si tout était cohérent. Donc d'essayer de comprendre ce qui se passait. Quand on essaye vraiment de comprendre ce qui se passe, ça devient tout à fait fou. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, du coup, on est rentré dans ce texte par plein de biais, à la fois sensibles et en même temps plus techniques et plus réfléchis. Et qu'à chaque fois, on ressortait avec la même... On riait tout le temps et on ressortait avec la même sensation d'avoir habité quelque part. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que ce qui a, je dirais, pour ma part en tout cas, je savais dès le début que j'aimais ce texte, mais ce qui a décidé vraiment ça, c'est que des semaines après, j'ai été hanté par des images et des lieux dans lesquels je n'avais jamais été et que je n'avais jamais vu. Et que je crois que c'est justement, quand on parle de tropes et quand on parle de cinéma, en tout cas moi je pense pas au travelling mais plus aux focalisations, la multiplication des subjectivités permet juste, c'est comme si ça permettait d'ancrer encore plus certaines images, certains lieux dans notre propre sensibilité. Et c'est vrai que du coup, enfin, là je parle pas tellement du programme de log, mais plus de comment on a reçu ce texte. Mais c'est vrai que ça jumelé avec le fait que c'était manifestement une irréalité qu'on n'avait jamais vue, et qui en plus rentrait tout à fait sur l'espèce d'impératif de langue et de narration étrange. C'est vrai que moi, enfin, il m'a pas semblé faire en torse à notre ligne. C'est une question importante, je pense, parce que la ligne théorique qu'on s'était donnée au départ comme ligne éditoriale, c'est un cap. Un cap vrai. Un cap vrai, j'espère. Et c'était pas forcément évident, mais on a eu une évidence. On a lu le texte en parallèle, et c'est un des rares plaisirs d'éditeur. J'espère que ça nous arrivera de nouveau, mais au bout d'une demi-heure, c'était plié, on s'est regardé et on savait qu'on allait faire quoi qu'il arrive. Mais c'était une évidence pour le coup de lecteur. On ne s'est pas demandé est-ce que c'est cohérent complètement avec la ligne éditoriale, machin. C'est juste que c'était suffisamment excellent pour qu'on ne se pose pas la question. A posteriori, évidemment que ça marche très très bien avec ce qu'on se construit, mais comme c'est juste une envie, une intention théorique, ce qui définit la ligne, c'est la tension qui peut exister entre le Blecker et... C'est ça, c'est ça qui est, en fait, qui est d'autant plus intéressant pour nous, c'est qu'en fait c'est comme si en publiant Blecker, on prenait un point de départ. Je suis désolé Fabien, nous on aime bien les choses linéaires, c'est pas vrai. On va partir du point A pour aller à un point B. Et toujours est-il qu'il y a l'idée on prenait un point de départ avec Blecker, en écrivant un roman des... Non. Mais quand même, si, justement, c'est l'idée, c'est qu'un écrivain roman des années 30, qu'on considère comme le socle de la maison d'édition, dont une partie du titre donne le nom à un espèce de concept qui n'est pas encore clairement défini, qui est l'irréalité. Et finalement, Fabien, rapidement, en fait, on s'est posé la question de savoir quand publier. Est-ce qu'on enfonce le clou dès le début, ou est-ce qu'on publie un truc un peu plus simple pour accompagner Blecker? Et non, pour nous, en fait, ce qui était génial, c'était justement de dire, et en fait, c'est là où on veut aller. Nous, on part de là, mais là, c'est là où on veut aller, c'est là où on veut tendre. On fera pas que ça, parce qu'on peut pas, mais c'est là où on veut tendre. C'est vrai que moi, ayant lu le Blecher après, en fait, le livre de Fabien, j'ai été frappé par le fait que les moyens utilisés sont malgré tout extrêmement différents. Les agencements, le type de narration, le type de langue, au fond, rien à voir. Mais il y a bien cette façon de faire flotter et douter, en fait, ce qui se passe, alors même que c'est des choses, on l'a vu, c'est une petite ville, balnéaire, qui est en mutation et socio-économique, disons. Et d'un autre côté, c'est un type, il est malade, il est dans un sanatorium. Il a une enfance difficile parce qu'il est malade, et puis c'est pas une expérience banale, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui a été raconté de façon extrêmement réaliste, ou au contraire extrêmement psychologisante
souvent magnifiquement dans la littérature, que ce soit par Thomas Mann ou par Fritz Horn. Mais là, Blecher le fait d'une manière qui fait douter, on ne sait plus, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est de... Et c'est pas non plus en basculant dans l'onirisme, enfin, ou dans la création ex nihilo ou fantasmatique, c'est vraiment ce doute qui s'instille sur chaque chose apparemment simple et voilà, et l'irréalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En utilisant un truc qu'on connaît tous, qui est le regard qu'on porte quand on est enfant et qu'on devient adulte, simplement quand on s'individualise par rapport au monde et qu'on regarde les choses avec un œil plus grand, tout simplement. Et là tout d'un coup tout devient, on peut tout remettre en cause. Et je pense qu'enfant, on a tous eu des expériences, sans forcément mettre de mots dessus, sans forcément y réfléchir, mais on a tous eu cette sensation-là d'être en face de quelque chose en fait qui nous est quotidien mais qu'on découvre comme si on arrivait devant pour la première fois. Mais ce qui est marrant, c'est que la façon dont Blecher, pour faire tourner ce kaléidoscope en fait, de la réalité, il le fait d'une façon, je trouve, très sobre, très mesurée, alors qu'un autre Roumain, qui est lui plus contemporain, qui est Cartarescu, dans la trilogie Orbitor, lui utilise une espèce de foisonnement onirique de tous les côtés. Il reconstruit une enfance et une jeunesse, donc vue dans le rétroviseur, mais avec une invention foisonnante de tous les instants, qui est à l'opposé en fait de cette sobriété très calculée, je trouve, de Blecher. Gentil quand même, parce qu'il est en plein délire quand même. Oui, mais je trouve que son écriture est extrêmement sobre. Ah, son écriture est très sobre. Non, il n'y a pas de foisonnement. Il y a du délire, ça c'est sûr, mais... En fait, moi je réfléchis, après avoir entendu Fabien, quand il parlait d'épiphanie, c'est bien quelque chose qu'on pourrait dire de commun aux deux livres. Enfin, on pourrait appeler ça aussi une littérature de l'étonnement. Pas un truc trop naïf, onirique, plan-plan, mais quand le réel voilà, est beaucoup plus surprenant que prévu, quoi. Et qu'on interroge notre regard dessus, surtout. Ouais, et puis Fabien a utilisé une métaphore qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup utilisé avec Aurélien pour communiquer, parce qu'on ne parle pas forcément du langage, et c'est celle de l'oignon, et c'est vrai que je pense que tous les livres, jusqu'à maintenant, les livres de Logre, ils sont amusants pour ça, c'est qu'ils nous proposent le réel tel qu'il est, enfin, en tout cas moi tel que je le conçois, c'est une stratification absolument difforme et infinie de réalités qui se superposent, ou d'éléments de réalité qui se superposent, dans lesquels on essaye de tracer quelque chose de lisible, et que quand on s'amuse à peler ça, en fait, c'est de la pire, c'est la bouche de l'ogre, quoi. C'est l'abîme. On a beau peler l'oignon, on tombe sur rien, c'est le grand vide. Mais bon, peler l'oignon apporte beaucoup de choses quand même. Non mais c'est vrai. Bref. La fin de toute espérance en tout cas. Ouais. Non mais oui, c'est tenté que t'en aies un peu long, mais. Alors, Fabien y a déjà en partie répondu tout à l'heure, mais donc lui, toi, par rapport justement au projet éditorial tel qu'il l'évoque, est-ce que toi tu te trouves en terrain familier, donc justement terrain qui te semble... Bah oui, alors ils ont tout dit, et j'ai tout dit déjà aussi. On va lire le texte théorique en fait que tu... oui, on peut faire ça. C'est un peu la blague. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... C'est chouette. Fabien, justement, il est... quelque chose qui est amusant, c'est que, évidemment, tout ce qu'il décrit là, vous avez pu le sentir, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer. Pas expliquer, mais en tout cas à formaliser. Et au fur et à mesure de conversation, on a aussi appris à connaître, à se rendre compte de ce que Fabien voulait faire, son projet à lui, qui était différent de ce qu'on avait lu. Et donc, je lui ai posé une question, et c'est par mail, je suis désolé, donc la forme n'est pas tout à fait soignée. Bon, Fabien, on se demandait un truc avec Aurélien aujourd'hui. As-tu déjà, d'une manière ou d'une autre, formalisé certaines réflexions de type de celles que tu peux porter sur les limites ou les plans? Sinon, est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Et si oui, aux deux questions, du coup, de le faire pour nous et l'Entre de l'Ogre. L'Entre de l'Ogre, c'est un blog qu'on a mis sur le site. Juste pour vous préciser l'histoire des limites et des plans, l'histoire des plans, je crois qu'il l'a à peu près expliqué clairement, c'est l'histoire de la narration n'est pas linéaire et que lui, il pourrait la voir comme un plan qu'on déplie avec toutes les bosses, les plis, les creux que ça crée, etc., les intersections de route qui ne se croisent jamais mais qui là se croisent, etc. Et les limites, donc c'est toutes les limites... que ce soit la frontière, que ce soit les limites entre le château et l'extérieur, enfin la ville et ce qui entoure, la bordure, la bordure de la carte justement qu'on ne voit pas, etc. Surtout dans la possibilité de les dépasser. Dans la possibilité de les dépasser, tout à fait. Et on reçoit sa réponse, un jour plus tard, on s'attendait à un texte à peu près théorique, en fait c'est une nouvelle. Ça s'appelle Limite de pêche. En janvier 2003, des terrassins de l'Université centrale de Floride
poursuivait son étude à propos des techniques de pêche des oiseaux marins sur un nouveau terrain, les 10 000 îles. Le scientifique, après des résultats salués sur la production des fous de bassin, avait pu faire évoluer son sujet d'étude vers une activité qui l'intéressait tout particulièrement, étant lui-même pêcheur et ayant lui-même quelques problèmes de vue, les pélicans, qu'il étudie aujourd'hui sont en effet censés perdre la vue à cause des contacts trop réguliers de leur visage avec la surface de l'eau lors des plongées. L'eau, c'est parfois du béton. Des terrassins en sait quelque chose. Il a servi sur des embarcations de l'Arctique Uni, Lab of Ornithology, je suis désolé pour mon accent, à une époque où on ne portait pas de lunettes de soleil, quand on barrait des semi-rigides. Dans la journée, on en faisait des allers-retours vers le gros bateau laboratoire. Il fallait donc aller vite. En plus, il aimait bien la sensation des coins des yeux qui s'ouvrent légèrement dans l'air fondu et glacé, et créer des pluies qui n'existent pas, des arcs-en-ciel dans des sacs d'eau qu'on envoyait partout en faisant exprès de tourner brusquement sur les mers d'huile. Le vent chargé d'eau qui se glisse entre les globes et les peaux des paupières. On se faisait tous opérer à un moment. Il avait ensuite obtenu sa mutation vers une région du monde où il se sentait mieux qu'ailleurs, près de Naples, près de son ex-femme qui s'y était installée avec leur fils 7 ans auparavant. Une jolie cabane avec vue sur un horizon empli. En septembre de la même année, des terrassins étaient donc perchés sur un tronc de mangrove. Les pieds dans l'eau de Ghost Cove, le regard fixé sur Jackfish Island et sur l'embouchure du court et dangereux Whiteneck Challenge. En se retournant, il pouvait aussi voir les kayakistes glisser sur les eaux vertes d'un renfoncement plus large que les autres, dont il ignorait le nom. Les pélicans étaient peu nombreux ce jour-là, et seuls 2 d'entre eux plongeaient. Les autres oiseaux de la colonie, qu'il suivait maintenant depuis 6 mois, se tenaient debout sur les poteaux. Des terrassins tenaient là ce qui correspondait exactement au résultat qu'il présenterait plus tard à ses collègues de Séoul lors du colloque de juin. Plus tard, il ira donc prendre des photos des pélicans immobiles, prolongement des poteaux. Mais avant, il tient à noter ses positions. Quelques battements, une ondulation côté droit, feinte de corps, on fonce vers le poisson vert dans l'eau verte. Des terrassins se dit que le pélican est vraiment prisonnier de son manque d'imagination. Drôle d'idée de percer des surfaces quand on peut monter jusqu'aux strates d'air qu'on veut. Pourquoi pas creuser dans la boue, dans la vase, à la recherche de viande, de fer, de soldats en plastique, de crocodiles enfouis. Plonger à travers l'eau comme à travers le tube d'une vague, pour réapparaître dans l'air, puis dans l'eau. Et si c'est un tube d'eau, alors dans l'air de nouveau. Tête en bas, les tatamis tout mous. Les tapis de boue, les mie de pain argileuses bourrées de débris de métal dans lesquels on gratte avec des épuisettes. C'est pas là qu'il faut chercher pourtant pour trouver les crevettes. C'est sous les laminaires qui flottent. On offrira les bouquets d'algues et d'antennes pour un tarif abordable sur le bord de l'autoroute. Mais non, ne pas savoir dépasser tout ça, aller au bout des îles et continuer dans l'eau vers l'autre île, ou avancer dans la mangrove débouchant sur une autre mangrove. Comme Danvé, qui sait qu'il tourne tout autour des cabines de vie, sur un pont promenade, sur les pentes d'un vélodrome. Alors on marque les positions comme on les imagine depuis la carte, même si tout se ressemble, et que Tripod Bay, peut-être Shell Cay, peut-être Shell Cay, et chasse en bonne santé, volie du fait de pourriture, qui ressemble bois pour bois au tronc tendu des jardins de 400 bas. Il y a des champignons dans le coin, on dira que c'était eux les dégâts si on les demande. Même si c'est plus joli d'avancer dans les zones de Chablis. On les laisse à l'abandon à cause des torsions. On vous dira ça mieux au département topographique. Pour les oiseaux, les torsons, ça ne fait rien. Comme dans les clairières de flotte, parfois remplies de canettes laissées là par des vandales. Les flaques sont identiques de l'autre côté de l'îlet. D'habitude, on peut faire le tour. Alors pourquoi s'y engouffrer si on sait ce qu'il y a derrière? Les oiseaux sont là, en lisière. Traverser pour traverser, à travers des arbres couchés et des piscines de terre, de vases et de tiges coupées. Des terrassins, et comme les têtes d'épingle, ils ne traversent pas. Coudre un drap plié tant qu'il est plié. Faudrait plutôt le tendre, si on sait faire, et border aux limites. Et éviter les creux et les bosses, les altitudes temporaires des sols. Comme tomber au bout du bout, ou rester coincé dans un nœud. Il fait le tour, ça il connaît, beaucoup mieux que les bosses de bois mort et trempés. Voir de loin, ne pas s'engouffrer, ne pas s'éloigner non plus de ces drôles d'îles sorties de nulle part, d'une noix qui s'est échouée sur un banc de sable. Ne pas s'éloigner même si tout se ressemble. Remarquez qu'au large, on trouve mieux sa route qu'ailleurs, même si on n'a pas les autorisations. C'est dommage de décider comme ça de ne pas s'aventurer. Jamais personne ne le contrôle, surtout avec l'autocollant du laboratoire sur la carène, en grandes lettres. Il faut juste rester là, où on sait qu'on va trouver la colonie. Du moment
qu'ensuite on rapporte bien les papiers secs au port de Goodland et qu'on fait son créneau sans rayer les couilles des autres. Quand les positions sont indiquées, il commence à gonfler son kayak percé, celui qui lui sert habituellement à la pêche. On y glisse des palmes qui laissent les mains libres des pagaies. Des terrassins sait que maintenant les oiseaux sont aveugles, complètement perdus dans les noirs et les gris provoqués par la cataracte, et que les sons et les vagues de chaleur que son propre corps produit ce midi peuvent à tout moment les faire décoller. Dans ces conditions, il les tuerait, incapables qu'ils sont de retrouver un autre poteau. À reculons, les mains tremblantes sur l'appareil automatique, on s'approche doucement des volatiles qui attendent la mort. Dans le mètre d'eau, les poissons-chats voient pour la première fois de leur vie des palmes en carbone courtes et puissantes. Avec ça, presque impossible d'attraper des crampes. Des terrassins prend ses photos et file vers la petite crique de vase où il a garé le hors-bord. Sur la crique, c'est plus simple de dégonfler le kayak que sur les branches, en équilibre. Des terrassins passent environ 8 minutes à genoux sur le bateau qui mollit, dans le silence d'un l'étuvier, troublé uniquement par le sifflement de l'air trouvant la valve. Une fois tout à plat, il faut plier ou rouler, en fonction des poignées de traction rigide. Ça se range ensuite dans le coffre que des terrassins a installé à l'avant de sa barque. Des terrassins pensent que son copain d'Anvers, du port de Goodland, à son copain d'Anvers, du port de Goodland. Quelques mois qu'il est parti. Ça lui aurait plu, ces photos de pélicans. Il aimait bien les oiseaux. Ça lui rappelait les dimanches midi, les repas. Mais bien sûr, ce ne sont pas des images à mettre entre toutes les mains. On va voir si l'équipe de recherche ne décide pas de garder ce résultat pour eux. C'est quand même une petite révolution écologique. Compliqué d'ouvrir des portes de lumière à des endroits qu'on croyait des murs sur rien, sur de la tourbe. Il faut réfléchir un peu avant d'éclairer les régions comme ça, d'ouvrir les clôtures. Reste à savoir si les images sont exploitables pour les recherches ou si ces mois entiers passés à guetter les oiseaux devenant aveugles sont autant de mois perdus. Il pourra toujours écrire sans photographie. Et c'est certain que certains collègues voudront venir voir et peut-être même effectuer un relevé, un prélèvement, une capture. Au moment où des terrassins lancent le moteur, rien ne se passe du côté des poteaux. L'un des deux pélicans qui pêchait s'est maintenant placé en haut d'un buisson de mangrove. C'est seulement alors que des terrassins à une trentaine de mètres de la colonie que les deux mâles aveugles décollent et foncent vers la surface verte. Mais le scientifique a tourné le regard vers le soleil qui tombe et le dernier bus qu'il a peut-être raté. Les deux pélicans ne ressortent pas avec, remplis tous les deux, mais ils n'ont pas perdu la vue pour autant. Dans son hors-bord, les terrassins pensent au vol à l'aveugle. Et pourquoi pas aller pêcher vers le ciel? Et pourquoi pas pêcher ailleurs que dans l'eau? C'est la chasse qui l'écrit, et ça lui donne une autre idée. Étudier les rapaces. Il faudrait se renseigner sur la présence de rapaces dans les Everglades. On ne veut pas aller imaginer autre chose que ce qu'on sait déjà. Comme sur les terrains de terre, on suit les traces du petit bateau qui avance entre les îles, laissant une empreinte blanche et des courbes immobiles, comme celles laissées par les impacts de but sur les casemates d'acier. L'oiseau ne veut pas se réveiller et retrouver la vue. C'est la première fois qu'une opération de cet ordre est pratiquée sur un animal. Opération grâce à laquelle on espère tripler la population de pélicans en un an. Il reste là, recroquevillé sous les rayons clignotants des néons, fasciné par les tubes bleutés, comme un poulet sur l'étal d'un marchand de poulet. Il continue de penser aux coups de vent et de houle dans ses ailes, et à l'ivresse qui suit les chocs quand on n'y voit rien. En l'absence de lumière, les vols paraissent plus souples, déplacés au-delà des 10 000 îles, dans des nuages liquides qui ne mouillent pas les plumes. Le pélican continue de tourner, de traverser les surfaces d'air et les surfaces d'eau. Il continue de plonger à répétition sans rien voir, les yeux blancs tapant le mur d'eau, sans espoir de se retourner de l'autre côté, dans les hauts fonds invisibles à l'œil nu. Voilà. Je crois qu'à la question sur le rôle des plans et des limites en littérature et en narration, c'est une réponse assez lumineuse, même si elle est probablement un peu codée. Mais en tout cas, qui est d'une intensité Oui. indéniable, qui est assez à l'image de l'intensité qu'il y a dans ce livre. Donc, enfin, je dirais juste, voilà, c'est un livre qui est assez exceptionnel, c'est une expérience rare. Je pense que c'est un livre qui peut dérouter un petit peu au départ, et puis qui ensuite, il y a un plongeon réellement qui se fait dans ces strates en fait, de l'oignon de la narration qui est assez incroyable, quoi. Donc bravo, et puis merci de nous avoir apporté ce livre dès vos débuts.
Donc je vous propose que si vous avez des questions particulières, je vais pas dire personnelles, il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin des questions particulières pour Fabien Clouette, n'hésitez pas à profiter, donc à lui faire dédicacer son livre et puis à lui poser ses questions. Et sinon, je crois qu'il y a des boissons et des choses à grignoter. Voilà. Et puis et merci beaucoup Fabien. Merci.